Si tu fais du vélo un peu, souvent ou tout le temps, tu dois absolument découvrir Physio-Vélo, le partenaire officiel de Parle-moi de santé. La clinique Physio-Vélo, c'est la référence pour le positionnement sur le vélo, communément appelé le bike fit. C'est une équipe de physiothérapeutes passionnés et à la fine pointe des connaissances pour te rendre confortable sur ton vélo, peu importe le type de vélo que tu as. Vélo de route, vélo de ville, fat bike ou vélo électrique, que tu sois un cycliste du dimanche, cycliste pour ton transport ou un cycliste confirmé, c'est la place à aller pour prévenir ou régler tes bobos à vélo pendant les 4 saisons. Imagine avoir accès à des experts de la mécanique du vélo et de la mécanique du corps humain au même endroit. C'est exactement ça l'ADN de leur équipe. Alors, si toi aussi tu fais un peu ou beaucoup de vélo, appelle chez Physio Vélo dès maintenant pour voir comment ils peuvent t'aider. Tous les détails sont dans la description de l'épisode d'aujourd'hui. Re-bienvenue à Parle-moi de santé, ici Alexis Goujon, physiothérapeute. Aujourd'hui pour l'épisode, on va parler des troubles fonctionnels. On va parler du trouble neurologique fonctionnel, des troubles somatiques fonctionnels. On va aussi aborder le sujet de la douleur nociplastique. Et pour l'occasion, je reçois la médecin neurologue, Dr Arline Aude Bérubé, qui est médecin neurologue au CHUM et également responsable de la clinique de troubles neurologiques fonctionnels au CHUM. C'est vraiment un épisode important aujourd'hui parce que le but de l'épisode, c'est vraiment pour les patients, pour les personnes qui vivent avec ces conditions-là, pour prendre le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est, de normaliser, de déstigmatiser, d'aider les gens dans leur cheminement, peu importe où ils sont rendus, et surtout d'amener les gens à voir la plus-value de recevoir les réelles meilleures interventions disponibles pour ces problèmes-là. Donc, c'est vraiment un tour d'horizon pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est et surtout de pister sur les solutions disponibles. Donc, sans plus attendre, je vous laisse apprécier cette conversation sur les troubles fonctionnels. Bon, alors on est parti ce matin pour un autre épisode au podcast Parle-moi de santé avec une invitée de choix, Dr Arline Aude Bérubé du CHUM. Tout d'abord, bienvenue à Parle-moi de santé. Merci beaucoup. On a déjà échangé par le passé parce qu'on a, disons, des intérêts communs en lien avec le sujet qu'on va parler aujourd'hui. On va parler des troubles fonctionnels. On va essayer de mieux comprendre ça. Et pour que les gens sachent pourquoi je t'ai invité, tu es assurément mon invité de choix pour le sujet. Tu es médecin neurologue au CHUM, responsable aussi de la clinique de TNF, troubles neurologiques fonctionnels. Et tu as assurément un intérêt pour le sujet d'aujourd'hui. C'est pas mal au centre de ta pratique, au centre de ta pratique professionnelle finalement. Fait que peut-être avant de se lancer dans le vif du sujet, je te laisse un peu résumer l'ensemble de tes activités professionnelles, puis surtout plus spécifiquement en lien avec le sujet d'aujourd'hui. Donc, je suis neurologue depuis 2007, puis j'ai fait de la neurologie générale. J'ai ensuite fait une spécialisation en électrophysiologie, mais neurologique, donc en EEG, épilepsie. Puis, au fil des années, je me suis intéressée de plus en plus aux troubles neurologiques fonctionnels qui touchent quand même une bonne partie des patients qui souffrent d'épilepsie. Et entre les années 2019 et 2023, j'ai étudié en philosophie des sciences cognitives et ça m'a amené à remettre en question les présupposés avec lesquels on pratique vis-à-vis des patients qui ont des troubles neurologiques fonctionnels. Donc, j'ai écrit un mémoire de maîtrise spécifiquement sur le sujet pour m'aider à mieux comprendre non seulement d'où on est parti au niveau scientifique avec ce trouble-là, mais aussi comment on peut faire les choses différemment pour solutionner des impasses avec lesquelles on se retrouvait avec ces patients-là qui souffraient, qu'on essayait d'aider. Donc, autrement dit, j'ai remis en question ma propre pratique, Ouais, ma ce propre qui est façon difficile à faire, là. d'aborder ces problèmes-là. Je me suis dit, si on n'arrive pas à des bons résultats, peut-être que c'est nous comme médecins qui n'avons pas la bonne approche, qui n'avons pas la bonne façon de voir les choses. Donc, voilà. Ouais, puis je dois dire que ça reflète, ça fait un parallèle aussi avec la pratique en physiothérapie où il y a des fois un décalage entre ce qu'on étudie, ce qu'on apprend, puis quand on rentre sur le marché du travail en clinique, puis qu'on est confronté à des problématiques qui, il n'y a pas la réponse dans les fameux manuels qu'on a étudiés, puis on doit un peu remettre en question certaines choses ou des fois juste remettre en doute comment on pratique, puis de mettre ça à jour finalement. Fait que je suis sûr qu'en médecine, c'est pas différent. C'est exactement ça. C'est comme Ouais. si j'avais
pas reçu les bons outils d'une certaine façon dans ma formation médicale, qui est quand même une longue formation, puis Effectivement. qui est très uniformisée. Donc, voilà, oui. Puis en parallèle aussi, en lien avec ça, la santé, la science, la médecine évoluent. Donc c'est normal qu'il y a des choses qu'on n'était pas habitué de bien manœuvrer en termes de diagnostic de pathologie, simplement parce qu'on les comprend moins bien. Et c'est toujours difficile de savoir quoi faire avec quelque chose qu'on ne connaît pas ou qu'on ne reconnaît pas. Donc maintenant que c'est un peu plus clair qu'est-ce qu'on fait avec les troubles fonctionnels, ben là, on a, disons, la lumière est un peu plus claire sur le sujet. Je le précise là, avant qu'on parle spécifiquement de ça, le but de faire l'épisode aujourd'hui, j'avais déjà fait un épisode sur le trouble neurologique fonctionnel avec deux de tes collègues d'ailleurs qui travaillent dans l'équipe du CHUM, physiothérapeute Pierre-Luc et Delphine Lergault, qui travaillent avec toi au quotidien, j'imagine. Et on avait vraiment fait comme un tour d'horizon général, on avait parlé aussi des principes de réadaptation. Aujourd'hui, le but de l'épisode, c'est vraiment de plonger au cœur, de comprendre qu'est-ce que c'est les troubles fonctionnels, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau, qu'est-ce qui se passe dans le système nerveux, puis comment on en est arrivé à comprendre mieux cette condition-là. Moi, je suis un grand fan de compréhension des pathologies, puis aussi un grand fan d'amener les gens à comprendre leurs pathologies, leurs problématiques. Je pense que souvent, c'est ça qui précède un traitement possible. T'sais. C'est dur d'accepter le traitement disponible si on n'est pas sûr de comprendre qu'est-ce qu'on a ou qu'on n'accepte pas ce qu'on a. Fait que bref, le but de l'épisode, c'est vraiment pour les patients, mais aussi ceux qui les entourent, fait que ça inclut les professionnels de la santé. De prendre le temps d'expliquer c'est quoi, normaliser, déstigmatiser, puis aussi de bien expliquer qu'est-ce que c'est les troubles fonctionnels et qu'est-ce que ce n'est pas, parce que ça, on va faire la lumière là-dessus. Et finalement, d'aider les gens, peu importe où ils sont rendus dans leur cheminement. Donc, la première question que j'aurais pour toi, c'est pourquoi on parle des troubles fonctionnels plus que jamais? Pourquoi c'est autant d'actualité? En fait, c'est d'actualité parce que c'est très fréquent, puis c'est de plus en plus étudié, c'est de plus en plus vu comme un trouble qui n'est pas un trouble de santé mentale. Ouais. Si on prend là, des hôpitaux qui admettent des patients pour n'importe quelle pathologie sur des étages de patients hospitalisés, que ce soit en chirurgie, en cardiologie, peu importe la spécialité, et que ces consultants-là demandent la neurologie, ou ces médecins-là, on prend toutes les demandes de consultation en neurologie d'un hôpital où il y a des patients hospitalisés. La deuxième raison principale de référer un patient en avis en neurologie, c'est les troubles neurologiques fonctionnels. Ça veut dire que ça va être comme le deuxième diagnostic le plus posé lorsqu'on est référé en neurologie. Oui, à partir d'un étage de patients hospitalisés. Oui, exactement. Autre que dans la spécialité neurologique, évidemment. Ouais. Donc, c'est très fréquent. C'est la première cause de référence en neurologie. La première cause, disons plutôt symptôme, c'est les maux de tête. Mm-hmm. Puis, le deuxième diagnostic qui va arriver le plus fréquemment de patients référents en neurologie, c'est le trouble neurologique fonctionnel. Donc, c'est tellement fréquent que c'est normal qu'on en parle de plus en plus. Ça a longtemps, malheureusement, été considéré comme un trouble psychiatrique qui fait en sorte qu'effectivement, il y a encore une grande stigmatisation de cette... puis peut-être aussi une connotation de faiblesse morale, de faiblesse psychologique dans l'imaginaire collectif. Donc, c'est pour ça qu'on en parle de plus en plus, c'est pour enlever ces stigmas-là, pour être capable de mieux aider les patients. Il y a aussi une société savante qui a été fondée au niveau international en 2020, la Société internationale des troubles neurologiques fonctionnels, donc qui maintenant, dans le fond, permet à des gens qui s'intéressent à ce domaine-là de se réunir en congrès, de partager leurs idées. Fait que ça, c'est sûr que ça aide à faire avancer la recherche. Donc, la recherche avance plus rapidement, les publications augmentent sur le sujet, on en découvre de plus en plus de jour en jour. C'est aussi ce qui reflète ce que je disais un peu en introduction, que c'est somme toute nouveau, entre guillemets, quand on a une société savante qui se forme sur un sujet en 2020, c'est signe que c'est assez émergent ou disons c'est plus récent qu'on comprend ce que c'est. C'est quoi en soi un trouble fonctionnel? T'sais, si on définit ça, bon, il y a des critères officiels, on va y venir, mais une définition simple, vulgarisée, qu'est-ce qu'on pourrait dire de ce que c'est? On a le mot fonctionnel dans les termes qui est là pour mettre l'emphase sur le fait que la structure du système nerveux n'est pas endommagée.
Donc, en partant, c'est quand il y a des symptômes neurologiques qui sont bien réels, bien ressentis, bien visibles aussi à l'examen neurologique souvent, qui vont entraver le fonctionnement, mais qui ne seront pas le reflet d'un dommage aux cellules du système nerveux. C'est essentiellement ça qu'il faut comprendre, c'est que le fonctionnement neurologique n'est pas celui auquel on s'attendrait en fonction finalement de la structure des cellules, des tissus qui elle, est intacte. Donc, on pourrait le résumer au fait qu'il n'y a pas de maladie, blessure, lésion claire dans le système nerveux, du moins pour expliquer le portrait clinique. Donc, c'est plus un problème de fonctionnement du système nerveux. Exact. Et ça va créer un impact réel. Tu sais, dans le fond, les gens vont avoir des signes, des symptômes. Ils peuvent avoir toutes sortes de choses. Là. On aura la chance d'en parler. Et l'élément clé, c'est que leur fonctionnement est atteint. Dans le sens que ça nuit à leurs activités quotidiennes, ça peut nuire à leur capacité à travailler, à entrer en relation sociale. Donc, c'est pas léger l'impact que ça a en général. Exact. C'est le même impact que n'importe quelle maladie où il y aurait un dommage aux cellules qui pourrait entraîner des séquelles dans le décours de la maladie. Mais effectivement, la grosse différence, c'est que c'est réversible étant donné que justement, il n'y aura pas d'atteinte de cicatricielle ou de perte neuronale comme Ouais. telle. Il y a un parallèle à faire avec l'ensemble des troubles musculo-squelettiques, c'est-à-dire que la majorité des douleurs qui apparaissent sans accident, sans traumatisme, en général, ne sont pas reliées à une structure spécifique nécessairement. On va parler de douleurs non spécifiquement reliées à une structure. Puis souvent, c'est comme difficile, on dirait, pour le cerveau humain de comprendre qu'on peut ressentir de la douleur sans qu'il y ait un dommage ou une lésion structurelle. Mais alors que ça peut être simplement que le système musculo-squelettique fonctionne moins bien. Fait que par exemple, il y a tel mouvement qui est moins bien fait ou tel muscle qui travaille moins bien ou telle articulation qui est exposée à plus de stress et que ça génère des symptômes. Mais au final, quand on analyse, il n'y a pas de déchirure, de fracture, de blessure, il n'y a pas de lésion structurelle. C'est un peu le même parallèle qu'on peut faire quand on regarde le système nerveux, c'est-à-dire le système nerveux en soi est structurellement intact, mais son fonctionnement est inadéquat et ça amène les gens à avoir toutes sortes de symptômes, de signes et à souffrir, à avoir de la détresse et à avoir un problème de fonctionnement. On peut le voir comme ça, puis on peut même aussi faire le parallèle avec la fatigue dans le sport. Donc, il y a des études en exercice physique, là, en physiologie de l'exercice, qui montrent que la sensation d'être épuisé ou d'être fatigué durant le sport chez des athlètes ou même des gens qui font pas nécessairement du sport de haut niveau ne corrèle pas avec ce qui se passe dans le corps, l'accumulation des déchets, le risque de crampes, le risque d'épuisement vraiment là, ou de syncope ou d'arrêt cardiaque, par exemple. Donc, on a des athlètes de haut niveau qui ne vont jamais ressentir leurs signes de fatigue jusqu'à temps qu'il soit trop tard et qu'ils s'écroulent. Et il y en a d'autres qui vont ressentir un épuisement à des niveaux d'effort, alors que quand on mesure toute leur consommation d'oxygène, on peut mesurer à peu près toutes les petites molécules dans le sang qui se promènent quand les muscles font de l'effort, et ça ne corrèle pas du tout avec le niveau d'effort ou même des signes que, oups, on est en train de dépasser le seuil auquel le corps peut répondre à un exercice aérobie. Donc, on a une discordance entre la sensation corporelle de fatigue et ce qui se passe réellement dans le corps. Le corps n'est pas nécessairement fatigué, il y a encore de la réserve, mais les gens se sentent fatigués. D'où l'importance d'avoir un bon coach qui, lui, sait jusqu'où on peut se pousser. Donc, le cerveau, quand il envoie un signal de fatigue lors de l'exercice, ben, il l'envoie de façon prédictive, c'est ce qu'on utilise beaucoup comme modèle dans le trouble neurologique fonctionnel, en fonction d'informations qu'il calcule probable et non en fonction de ce qui se passe réellement dans le corps. Fait que des fois, il va faire des erreurs, il va se pousser trop loin, il va se blesser parce qu'il n'aura pas senti les signes, il va les avoir normalisés, il va les avoir filtrés, il ne va pas les avoir fait parvenir à la conscience de l'individu. Puis d'autres fois, c'est l'inverse. Il va avoir envoyé un signal de fatigue, alors que l'individu est tout à fait capable de continuer son effort physique. C'est un peu comme s'il y avait un petit bug ou un petit virus dans l'interprétation des signaux par le cerveau, qui est comme un peu notre centre ordinateur de contrôle central. Exact. Mais dans la majorité de nos activités, on ne va pas appeler ça une maladie parce qu'on
va continuer à fonctionner normalement. Mhm. Le trouble arrive quand effectivement il y a un bris du fonctionnement, une détresse psychologique qui vient avec le fait que les symptômes surviennent constamment Ouais. ou sont intenses, ça empêche la personne de faire les activités qu'elle veut faire. Parce que quand on y réfléchit, en fait, il y a beaucoup disons, d'exemples dans la vie du quotidien où on peut avoir ces espèces de petits symptômes ou bugs fonctionnels sans que ça se transcrive en maladie qui affecte le fonctionnement. Tu sais, le fameux syndrome de penser qu'on a notre téléphone qui vibre dans nos poches alors que notre téléphone n'est pas sur nous. Moi, je porte une montre 24 heures sur 24. Ben, pas la nuit, mais bref, j'ai une montre tout le temps. Quand j'ai pas ma montre, j'ai quand même l'impression de l'avoir. Des fois, on est en voiture sur l'autoroute, il y a un camion qui avance, on a l'impression qu'on recule. Fait que, tu sais, c'est toutes des informations que notre cerveau encode, mais qui peut faire une erreur parce qu'il est habitué de prédire sur quelle serait la réponse attendue habituellement, mais il peut se tromper. Absolument. Notre cerveau commet des erreurs sans arrêt Ouais. et se corrige dans la réalité. Puis le trouble neurologique fonctionnel va survenir quand le cerveau n'arrivera pas à se corriger dans la réalité. Puis c'est là que, quand Qui on va parlera. automatiser, en fait, Ouais, exactement. les sensations anormales. Ouais. Puis quand on va parler à la fin des principes de réadaptation, on va voir que ça, c'est un élément clé, de trouver comment ramener la capacité du cerveau à se réhabituer à normaliser les signaux. Dans les exemples de troubles fonctionnels, bon, le trouble qui est le plus abordé, disons, c'est le trouble neurologique fonctionnel, le TNF. C'est aussi lui qui a sa société savante, qui a, bref, la clinique au CHUM, entre autres. Mais il y a aussi d'autres types de troubles fonctionnels. Je pense qu'on appelle, entre autres, les troubles somatiques fonctionnels, dans lesquels pourraient rentrer les douleurs nociplastiques ou autre chose. Est-ce qu'il y a d'autres types de troubles fonctionnels comme ça, ou on pourrait les catégoriser vraiment dans ces deux principales-là? Ben, effectivement, on fait souvent une distinction parce que les troubles neurologiques fonctionnels vont être diagnostiqués en neurologie Ouais. parce qu'on va avoir souvent des signes très parlants à l'examen, très visibles, tandis que les troubles somatiques fonctionnels vont impliquer souvent des sensations plus difficiles à voir à l'œil nu, donc beaucoup plus subtiles à détecter, qui vont être plus de l'ordre du ressenti. On parle des sensations de fatigue disproportionnées à l'effort, les douleurs nociplastiques qu'on appelait anciennement de type fibromyalgique. Ouais. On a les démangeaisons des fois. On peut avoir la sensation d'avoir toujours, je sais pas, envie d'aller à la salle de bain alors que c'est une fausse envie. Ça aussi, l'espèce de dérèglement des signaux de l'estomac. Ouais. Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai la nausée? Donc, il y a toutes sortes de sensations plus internes qui ne sont pas nécessairement mesurables ou visibles par le médecin clinicien, qui vont être un petit peu plus difficiles à discerner d'un symptôme qui va venir effectivement d'une maladie physique comme un ulcère d'estomac, un problème de vessie, un problème de cœur même ou un problème de poumon chez les gens, des fois qui peuvent avoir une sensation d'oppression thoracique ou sensation d'essoufflement. Donc, n'importe quel symptôme physique peut être généré par une erreur de perceptuelle que le cerveau fait par un mauvais lien. Puis, on va les distinguer en fonction de la spécialité un petit peu dans laquelle la personne va être amenée à consulter. C'est pour ça qu'on va les regrouper surtout entre neurologique et non neurologique. Puis, à ce moment-là, toutes les spécialités ont un peu leur façon d'aller diagnostiquer Ouais. les troubles somatiques fonctionnels. Fait que quelqu'un pourrait avoir, par exemple, un trouble respiratoire fonctionnel. Ce serait un Oui, exemple. Si c'est des symptômes reliés au système respiratoire, oui, puis qu'après, je sais pas moi, une référence en spécialité, l'ensemble de la structure fonctionne bien. Il n'y a pas de maladie pulmonaire, respiratoire, mais ça n'empêche pas que la personne souffre de symptômes qui amènent un problème au niveau du fonctionnement. Puis après ça, ce serait le diagnostic qui pourrait être posé, par exemple. exactement. Puis, quand on cherche à comprendre qu'est-ce qui amène au développement d'un trouble fonctionnel, une des choses que les gens veulent savoir en général quand ils consultent, en santé en général, c'est qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai ça, puis après ça, qu'est-ce qu'on fait pour le traiter, ou est-ce que ça se traite, ou combien de temps. Mais la fameuse question, pourquoi je développe un trouble fonctionnel? Qu'est-ce qui amène à développer ça? Mhm. Ça, c'est la question insoluble, là, dans le sens où quand on a une infection, notre médecin peut faire des tests, puis il peut dire « Ah, t'as attrapé un streptocoque. » Ouais.
OK, bon, ben, le mal de gorge il est dû au streptocoque. On a une cause unique. On a un agent microbien et on Qui est a un clair, défini. antibiotique. Voilà, on parle de cause unique dans ce temps-là. Mais il y a d'autres maladies que la cause n'est pas unique. Le cancer, par exemple. Mhm. Si on demande à notre oncologue pourquoi j'ai le cancer dans cet organe-ci à mon âge, on sait que ça peut toucher à peu près n'importe qui, n'importe quand, dans n'importe quel organe. Ben, l'oncologue, il va être très embêté de dire à quelqu'un pourquoi? Pourquoi moi maintenant? Pourquoi à ce stade-ci? Pourquoi sous cette forme-là? Parce qu'il y a un ensemble de facteurs, un concours de circonstances. On sait qu'il y a des facteurs de risque pour développer, pour être plus précis, là, un cancer, mais il n'y a pas de cause unique. Et Mhm. le trouble neurologique fonctionnel, c'est la même chose. Il n'y a pas de cause unique, c'est un ensemble de facteurs qui va rentrer dans les calculs d'inférence, les calculs probabilistiques, je ne sais plus Ouais. comment il faut le dire, là, mais du cerveau. Puis là, il va se développer un automatisme de symptômes, soit un symptôme moteur, sensitif, peu importe. Et là, il va y avoir des facteurs qui vont contribuer au maintien, mais qui vont être uniques à chaque personne en fonction de ses circonstances de vie, de son expérience de vie. Parce qu'il y a plein de choses qui rentrent dans le calcul du cerveau à chaque instant où le cerveau doit calculer à tout moment qu'est-ce qu'il doit générer comme sensation pour se protéger, se prémunir du danger, répondre à ses besoins, etc. Donc, comme d'autres maladies, ben, rechercher une seule cause, c'est futile en troubles neurologiques fonctionnels. On ne peut pas connaître toutes les causes qui ont Ouais. mené au trouble. Ce qui est important, c'est d'essayer d'identifier au moins les principaux facteurs qui pourraient maintenir le circuit actif. Parce que ça, c'est les choses sur lesquelles on a peut-être le pouvoir de changer. Parce qu'on ne peut pas changer notre passé, on ne peut pas changer Ouais. notre expérience, mais on peut changer notre présent. Des fois, on peut s'orienter différemment vers l'avenir. Puis ça va faire une différence pour guérir. Donc, c'est beaucoup plus important, si je comprends bien, d'identifier qu'est-ce qui fait en sorte que ça continue d'être là pour pister sur des solutions que qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai développé ça. Même si ça peut être, pour ne pas dire, une petite obsession pour un cerveau d'essayer de comprendre qu'est-ce qui m'a amené à être là. Est-ce qu'on sait quand même c'est quoi on appellerait ça des facteurs précipitants, là, des facteurs qui ont précipité au développement d'un trouble, puis ensuite les gens ont eu le maintien? C'est-tu comme ça qu'on pourrait les appeler? Oui, ou on peut dire qu'est-ce qui peut, disons, prédisposer à déclencher À un les trouble déclencher? neurologique fonctionnel. Oui, ça, on a On des a-tu une idée, ouais, statistiques. de quel type de facteurs qui peuvent déclencher ça? Ben oui, oui, et en même temps, petite nuance, c'est sûr que pendant peut-être plus qu'une centaine d'années, comme les médecins pensaient, disons, avaient le présupposé que ça devait absolument être un conflit psychique, Ouais. ben la majorité des études se sont beaucoup penchées à essayer de trouver des facteurs de fragilité émotionnelle chez les gens, ce qui a peut-être occulté d'autres facteurs déclencheurs. Puis, de plus en plus, je vous dirais, les 20-30 dernières années, on s'est aperçu qu'il y a des facteurs physiques, donc une blessure, un accident, Ouais. un coup mineur à la tête, sans nécessairement avoir une commotion cérébrale, faisant en sorte qu'on avait une bonne proportion de gens qui n'évoluaient pas comme la guérison attendue de blessures, des fois musculo-squelettiques ou d'une chirurgie, même une chirurgie là, non urgente. Donc, on s'est aperçu que n'importe quel événement, finalement, qui est soudain, inattendu, puis implique probablement un certain niveau d'incertitude, fait en sorte que là, les calculs prédictifs du cerveau sont moins précis, puis ça créerait, c'est l'hypothèse, un terrain, là, disons, propice à développer un trouble neurologique fonctionnel. Parce qu'on en voit plus Ouais. statistiquement après un trauma mineur à la tête ou un TCC léger. Et on en voit un petit peu plus en post-opératoire de souvent chirurgie musculo-squelettique. On en voit aussi avec les douleurs pelviennes après des chirurgies, par exemple, d'endométriose, des choses comme ça. Ouais. Donc, il n'y a pas de cause unique, comme on a mentionné. Il y a multiples éléments déclencheurs qui peuvent créer, disons, un terrain fertile. Puis après ça, il y en a chez qui ça va s'installer, puis il y en a chez qui ça ne s'installera pas. Mais l'élément clé, une fois que c'est là, c'est d'identifier pourquoi ça se maintient, puis ensuite de faire un plan de match pour, disons, vaincre ces facteurs de maintien, là, si on veut. Parlons du diagnostic. Comment on fait pour poser un diagnostic? Il y a des critères clés. Peut-être on pourrait faire un survol de comment on doit fonctionner pour se dire avec confiance qu'on
on a le bon diagnostic. Pour arrêter de regarder en arrière puis de pas tout le temps semer ce fameux doute de est-ce que j'ai réellement le bon diagnostic ou pas. Ça ressemble à quoi les grandes lignes pour le moment? Ben, c'est ça. Bon, pour le trouble neurologique fonctionnel, le diagnostic est quand même assez, ben, plus facile, je dirais, à faire que pour des symptômes qui sont peut-être un peu plus invisibles. Ouais. Donc, ça prend au moins un symptôme neurologique avec, à l'examen neurologique, une incompatibilité entre une anomalie de la structure, là, comme on la connaît dans notre formation de neurologue. Donc, je vous dirais que ça prend plus un expert en neuro pour Ouais. faire le diagnostic. On ne peut pas s'auto-diagnostiquer un trouble neurologique Effectivement. fonctionnel. C'est quelque chose qui se voit à l'examen neuro, mais qui nécessite un expert. Un peu comme, il ne faudrait pas, si j'ai un problème sur ma voiture, que j'essaie de faire le propre diagnostic de mon problème de voiture, je risque de m'obstiner avec le mécanicien. Ouais. Ben, un trouble neurologique fonctionnel, en général, le diagnostic est posé à l'examen neuro et il faut que ça altère le fonctionnement, comme on a dit. Pour les troubles somatiques fonctionnels, les autres symptômes, sans que ça soit un diagnostic d'exclusion, dans le sens où que le diagnostic nécessite d'avoir éliminé toutes les autres causes possibles du symptôme, bien souvent, il y a quand même une discordance entre soit l'intensité du symptôme, la variabilité du symptôme et l'atteinte du fonctionnement. Souvent, ça prend quand même l'expert du système impliqué en question. Puis en général, les médecins sont quand même assez bons pour arriver au fil du temps. Souvent, ça prend quelques mois de suivi pour les symptômes qui ne sont pas neurologiques, là, avant de faire le diagnostic. Ils sont quand même assez bons pour finir par déduction, puis observation, dépister les diagnostics. Ouais, puis tu sais, moi, de mon côté, tu sais, comme physiothérapeute, voyant principalement des plaintes de douleur, tu sais, il y a des mécanismes de douleur qui sont définis par, disons, la société savante qui étudie ça, donc le International Association for the Study of Pain. Puis il y a comme 3 principaux types de douleurs, fait que la douleur nociceptive, neuropathique, nociplastique. Puis on sait que les 2 premiers types sont plus associés à une preuve plus concrète de dommages, de blessures, de lésions des tissus. Fait que soit du système nerveux ou du système musculo-squelettique comme les muscles, etc. Alors que dans la douleur nociplastique, c'est clair que les symptômes ne sont pas reliés de façon claire à une atteinte quelconque de preuve de lésion des tissus, mais ce qui n'empêche pas les gens d'avoir des douleurs très incapacitantes, très limitantes, même souvent dans les pires douleurs que je vois chez des patients, tu sais. Mais on remarque clairement à l'examen qu'il y a des déclencheurs beaucoup moins clairs que par exemple de la douleur mécanique. Il y a des facteurs soulageants beaucoup moins clairs que de la douleur mécanique. Puis un peu comme le trouble neurologique fonctionnel, il y a une inconsistance des symptômes. Des fois sont là, des fois sont pas là dans certains contextes. Puis c'est incompatible, c'est-à-dire que moi, dans l'ensemble des lésions ou des blessures que je connais, des problèmes musculo-squelettiques, ben il n'y a pas de conditions qui existent, qui expliquent l'ampleur de ces symptômes-là. Puis c'est là, après ça, qu'on peut suspecter que le principal mécanisme douloureux en place est un mécanisme nociplastique. Et la bonne nouvelle, ou en tout cas l'élément clé à retenir, c'est que ça ne condamne pas les gens, parce qu'il y a des solutions, c'est juste que les solutions doivent être faites selon le problème, et c'est pas la même approche qu'on doit avoir, par exemple. Oui, parce que les médicaments ne vont pas fonctionner Exactement. dans les symptômes fonctionnels. Certaines techniques aussi de réadaptation ne vont pas du tout fonctionner ou même vont empirer Tout ou à fait. aggraver les symptômes qui sont effectivement tout aussi réels et souffrants, là, au sens où le signal perceptuel est toujours généré d'une certaine façon par le cerveau. Des fois, il va être relayé par la périphérie du corps. D'autres fois, il va être généré à 100% par le cerveau, très peu corrigé par la périphérie du corps. Des fois, c'est l'inverse. Le cerveau va annuler tout le signal douloureux qui vient du corps, ou le signal de faim, le signal peu importe lequel. Donc, le cerveau est capable de générer absolument toute information. Ouais. Et puis, comme humain, on ne peut pas distinguer quelle sensation vient de la périphérie du corps, de celle qui est générée par la prédiction du cerveau. Puis je donne souvent l'exemple des poux, hein, parce que quand les enfants ramènent des poux de l'école, la première chose qui arrive, la minute avant qu'on le sache, ça pique pas, puis la minute après qu'on le sait, ça pique parce que le cerveau vient d'acquérir
une nouvelle information. Et dans son calcul de probabilité, il calcule que c'est très probable qu'on ait des poux, donc ça se met à démanger le cuir chevelu, même si on n'en a pas. Le fait de se gratter la tête, ben, va venir corriger dans la prédiction parce qu'il va y avoir un signal qui va partir de la peau qui va venir corriger le signal prédictif qui est généré par le cerveau. Ou encore, si on fait vérifier notre tête par quelqu'un, bien là, la personne va nous donner une nouvelle information, va nous dire non, t'en as pas. Le cerveau va dire OK, c'est peu probable, donc va annuler la sensation qui avait généré de Ouais, il va démangeaison. comme mettre à jour sa Et prédiction. mettre à jour, oui, corrige constamment. Fait qu'il est toujours entre prédiction et correction avec les informations de la réalité. Donc, c'est super important quand on soupçonne un trouble somatique fonctionnel ou un trouble neurologique fonctionnel de faire les investigations nécessaires en fonction de nos suspicions, parce qu'on peut aussi avoir une maladie neurologique et un trouble neurologique fonctionnel, ce qui est, en fait, c'est assez fréquent chez les patients qui ont la migraine, chez les patients qui ont l'épilepsie, d'avoir les deux. Mais c'est le travail du neurologue d'investiguer de façon diligente et de départager, OK, quels symptômes je peux expliquer par une épilepsie, lequel je ne peux pas, pour être capable de traiter les deux de la bonne façon, parce qu'il y en a un qui va se traiter avec des médicaments, l'autre va se traiter autrement. Ouais, l'exemple des poux me fait penser, moi je fais beaucoup de camping, puis avant de te coucher, tu vois une araignée dans la tente, et là tu te couches, tu fermes les lumières, puis là, toute petite sensation que tu sentirais dans ton cou, sur ton pied, tu fais le saut parce que tu as l'impression que c'est l'araignée, comme si ton cerveau a vu cette information-là et prédit ensuite, tu sais, à défaut de faire une erreur, que toute sensation doit forcément être une araignée. C'est à peu près ça le principe. Ouais, exact. Donc ça, c'est les critères clés. Ce qui nous amène à aussi parler du fait que le trouble neurologique fonctionnel, par exemple, c'est un diagnostic d'inclusion versus qu'on avait tendance peut-être avant à classifier ces symptômes-là comme un diagnostic d'exclusion. C'est-à-dire, si on a fait l'ensemble des investigations, il n'y a rien, ben on va dire c'est ça. Alors que maintenant, on sait qu'on peut poser un diagnostic de TNF, par exemple. Veux-tu nous parler un petit peu de ça? Oui, c'est ça. Inclusion veut dire que le diagnostic est posé sur la base d'une observation qui finalement vient démontrer que c'est vraiment ça qui se passe, tandis que exclusion, c'est « Ah, mon docteur n'a rien trouvé, donc il pense que c'est ça ». C'est ça. Il arrive finalement à ce diagnostic-là par élimination d'autres possibilités. Quand les gens ont des symptômes, c'est sûr que effectivement, un médecin, ça va chercher un diagnostic en fonction des probabilités cliniques qu'il va élaborer selon les symptômes, l'histoire, les antécédents, les facteurs de risque pour certaines maladies, l'examen, puis souvent va faire des tests complémentaires, que ce soit de l'imagerie, des prises de sang, etc. Donc, le raisonnement du médecin va par élimination ou par probabilité diagnostique à la base. Fait que c'est un raisonnement qu'on entend souvent en clinique. Mon médecin pense que j'ai un trouble neurologique fonctionnel parce qu'il n'a rien trouvé d'autre. Mais le diagnostic de trouble neurologique fonctionnel se fait vraiment à l'examen. Donc, c'est pas parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Souvent, on va chercher d'autres maladies au cas où il y en ait aussi, parce qu'on sait qu'une maladie qui va amener des symptômes va faire en sorte que le cerveau va associer certains symptômes à « Ah, ça, c'est ma crise d'épilepsie qui s'en vient, par exemple. Ouais. » Donc, forcément, le cerveau qui a une expérience d'une maladie qui donne des symptômes soudains, sans avertissement, comme une crise d'épilepsie ou une migraine, bien, a plus de probabilité de générer des symptômes presque similaires ou similaires dans d'autres circonstances où, bien, dans les faits, il n'y a pas de migraine ou il n'y a pas de crise d'épilepsie. Donc, c'est un terrain aussi fertile pour Ouais, tout à développer fait. un trouble neurologique fonctionnel. Donc, c'est normal que les médecins fassent des investigations un peu plus poussées pour être sûr qu'il n'y a pas les deux diagnostics, parce qu'après ça, ça devient vraiment le travail du clinicien de dire « OK, je vais traiter chaque symptôme en fonction de sa cause. » Mais ça reste que il faut vraiment retenir que le diagnostic, il peut être en concomitance avec une autre maladie, mais quand il est là, il repose sur des symptômes et une discordance. Donc, c'est un diagnostic qui, en soi, est indépendant des autres maladies. Ouais. Puis quand tu disais que, tu sais, des fois, la façon que les patients vont avoir reçu le diagnostic, puis ensuite vont le vulgariser, vont le comprendre un peu sous la forme de Ah, on n'a rien trouvé, ça doit être ça. Est-ce que c'est quoi le rôle de à quel point on est capable de bien expliquer
le diagnostic? Tu sais, le moment où on l'explique, j'imagine pour moi, c'est un élément clé de la façon qu'on l'annonce, de la façon qu'on l'explique, pour amener la personne à bien le comprendre, l'accepter, puis ensuite être capable de se mettre en action, de s'investir dans un plan de match, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est pas un diagnostic qui est aussi facile à expliquer en clinique en quelques minutes des prises de sang qui reviennent, puis où on voit que la glycémie est élevée, mais on dit à la personne, je pense que vous avez un prédiabète ou Ouais, votre cholestérol est élevé. Parce que la population générale a une notion culturellement, une connaissance culturelle de c'est quoi du cholestérol, c'est quoi exact. un diabète. Mais quand on arrive pour dire vous avez un trouble neurologique fonctionnel, on n'a pas appris ça à l'école, c'est pas médiatisé beaucoup, c'est pas connu. Donc, il n'y a pas de référence culturelle à ce diagnostic-là. Donc, ça prend beaucoup plus d'explications. Puis, ben, comme c'est tout à fait normal pour tout humain, ben, quand on a affaire à une nouvelle notion, on va essayer de la raccrocher à ce qu'on sait déjà Mhm. pour essayer de s'en faire une idée, parce que c'est quand même abstrait, une maladie, là. Donc, on va essayer de la raccrocher à quelque chose qu'on connaît, puis là, automatiquement, ou ce qui vient le plus vite, c'est « Ah, mon médecin est en train de me dire que je somatise, que c'est dans ma tête, que j'ai un trouble de santé mentale, que c'est du stress ou que je suis trop anxieuse. » Non, pas du tout, on n'est pas en train de dire ça. On est en train d'essayer d'expliquer un concept qui est complètement nouveau et qui, même jusqu'à un certain moment, je dirais, nécessite de désapprendre le concept de somatisation parce que ce n'est pas ça. Puis ça, c'est difficile. Puis même si on l'explique la première fois, des fois, bien, la personne, pour elle, ce qu'elle retient, c'est ah ben, c'est ce qu'il y a de plus proche de ce qu'elle connaît, c'est mon médecin pense que je somatise. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, puis je pense que ça va probablement diminuer au fil des années. Plus il va y avoir de la vulgarisation, plus il va y avoir une notion beaucoup plus culturelle, ancrée dans les connaissances générales de tout le monde, qu'un trouble neurologique fonctionnel, ce n'est pas de la somatisation. Est-ce que toi, tu as des points clés dans les éléments pour expliquer le diagnostic? Tu sais, c'est quoi que les points clés que tu utilises en général pour dire, OK, quand j'explique un problème, un diagnostic de trouble fonctionnel ou de trouble somatique fonctionnel ou trouble neurofonctionnel, ça, c'est les éléments clés que je veux que la personne comprenne et peut-être même des fois, souvent on développe notre façon de le vulgariser, nos métaphores. Ça ressemble à quoi un peu ton speech 101, tu sais, pour l'expliquer? Oui, ben, je vais souvent expliquer, je vais souvent donner l'exemple des poux, l'exemple du cellulaire, hein, qu'on a Ouais, l'impression qu'il vibre dans la poche. ouais. Mais je vais expliquer que le cerveau n'est pas en réaction. Il n'y a pas un programme déjà tout fait, puis qu'à chaque fois qu'il y a une information qui vient du corps, il réagit de la même façon. Donc, les sensations corporelles de tout le monde, de tous les jours, sont générées par le cerveau, par le cortex, mais ne reflètent pas nécessairement ce qui se passe dans le corps, et ça, c'est pour tout le monde. Donc, en partant, n'importe qui, y compris moi, peut Ouais, c'est ça. développer un trouble neurologique fonctionnel. Un jour, je n'y échapperai pas, je suis ça. Les symptômes sont réels. Ils sont involontaires. Donc, c'est quelque chose qui se fait en des fractions de secondes dans les circuits du cerveau et le cerveau n'est pas endommagé. Fait que ça, c'est vraiment les choses principales à comprendre. Et souvent, je vais insister sur le fait que ce n'est pas du stress. Ouais. On sait c'est quoi le stress, on sait c'est quoi être stressé. Puis les gens nous disent, ben oui, quand j'ai mes symptômes, je me sens pas stressée. Non, effectivement, parce que ce n'est pas du stress, ce n'est pas de l'anxiété. Les deux peuvent cohabiter, là, mais Oui, c'est pas ça qui cause ce n'est la pas la même. On est problématique. bon, Exact. exactement. C'est deux concepts différents. On peut être très stressé, ne jamais avoir de trouble neurologique fonctionnel. Ouais. Puis on peut être une personne anxieuse, ne jamais développer un trouble neurologique fonctionnel. On peut avoir vécu des choses très difficiles dans notre vie, ne jamais développer un trouble neurologique Ouais. fonctionnel. Et l'inverse, c'est aussi vrai. Mhm. Donc, bien, on peut avoir aussi une détresse psychologique qui vient du fait qu'on a un trouble neurologique fonctionnel Exactement. sévère. Donc, c'est pas un qui prédispose à l'autre nécessairement. Ça peut aller dans les deux directions. Les symptômes sont réversibles. Ça, c'est vraiment quelque chose aussi qui est important à savoir parce que Ouais. souvent, ça va déjà leur donner une lueur d'espoir. Puis, souvent, je vais aussi expliquer que plus on donne, plus on, pas on- ouais, des fois, j'utilise le mot fusionner. Dans le fond, plus on fusionne avec l'idée que je m'en sortirai pas, je serai pas capable, il faut absolument que je contrôle mon symptôme, pire c'est. Hmm. Parce que le cerveau qui est inquiet à propos de son symptôme, c'est un cerveau qui n'arrive pas à retrouver ses mécanismes normaux. Par exemple, à la marche. Si j'ai peur de tomber,
Ben, je vais probablement me raidir, mes réflexes posturaux, un physio comprend bien ça, Ouais, là, ouais. vont comme plus être sollicités parce que on va se déséquilibrer dès qu'on pense à je pourrais tomber. Puis Donc, ça on arrive, perd les on perd automatismes. les automatismes dès qu'on pense à oh, je suis rendu où dans l'escalier? Est-ce qu'il faut que je mette le pied en avant, en arrière, un peu plus haut, un peu plus bas? On perd les automatismes. Alors qu'on marche depuis qu'on a à peu près l'âge d'1 an et demi, 2 ans, tout le monde. C'est Puis supposé on être... n'a pas eu ouais, besoin de réfléchir avant de faire nos premiers pas. C'est automatisé dans le cerveau. Donc, plus on est sur notre pilote automatique, plus les réflexes normaux de la marche reviennent. hmm, Puis plus on se dit, ah ben là, le médecin m'a dit que c'est mon cerveau qui me joue des tours, il faut que je contrôle mon cerveau. Pire c'est, parce que c'est comme si je demande à quelqu'un de ne pas penser à un éléphant blanc. ouais, Ben, je viens de lui suggérer de penser à un éléphant blanc. Donc, il ne exact. faut pas y penser. Mais là, je ne suis pas capable de ne pas y penser parce que si je pense à pas y penser, je pense. Ça peut faire comme un petit cercle vicieux, Ça là, fait un qui... cercle vicieux. Ouais. Alors, c'est pour ça que je le dis souvent, ben, les médicaments n'aideront pas parce qu'à chaque fois que vous prenez un Hmm, médicament, vous dites à votre cerveau, j'ai besoin de ce médicament-là, je ne serai pas capable d'y arriver moi-même, ou une aide technique, ou peu importe. ouais, Puis après ça, on va expliquer, souvent je vais expliquer que ben, c'est normal d'avoir de la difficulté à s'en sortir, puis c'est pour ça que la réadaptation existe. ouais. Puis c'est pas une faiblesse, c'est pas tu sais, les gens, des fois, je trouve ils se jugent sévèrement, Ouais, disent il y ah, a je beaucoup devrais être capable, d'autoflagellation. j'ai fait les efforts, je fais des efforts. Je dis ben oui, mais des fois, c'est faire l'effort qui maintient le problème, encore une fois, parce que le cerveau, c'est comme s'il essayait de ne pas penser à l'éléphant blanc. Fait que en donnant ces exemples-là, ben, les gens comprennent que c'est pas de leur faute. C'est pas quelque chose qu'ils font c'est pas parce qu'ils mettent pas les efforts qu'ils sont pas Ouais. motivés. Ça n'a rien à voir. Tu sais, si moi je veux guérir du cancer, là, j'aurais beau tout faire, ça se peut que Mhm. j'ai besoin d'une aide extérieure. Ben, juste un guide, ben oui, ça prend ça des fois. Mais oui, c'est vrai que si on lit les statistiques, il y a une bonne proportion des gens, donc un 15 à 20 qui vont guérir spontanément juste à comprendre, fait qu'ils vont être capables de s'auto-réadapter eux-mêmes. Puis là, ben, des fois, les gens sont déçus, disent ben, moi, j'ai pas été capable, après que mon médecin m'a expliqué le diagnostic, mes symptômes continuent. C'est pas grave, là. Mhm. C'est involontaire. Donc, ce qui veut dire que de comprendre la problématique, c'est suffisant pour une personne sur 5 de tout de suite identifier les stratégies pour contourner ces facteurs de maintien puis un peu retrouver ces automatismes du corps, du cerveau, du système nerveux, finalement. Oui, ça C'est quand peut même beaucoup, arriver, c'est beaucoup. 20%, tu sais. Oui, 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 c'est beaucoup. Puis, j'ai pas tu sais, je peux pas prédire, moi, dans le bureau, là, qui va être capable, Non, c'est à ça. qui ça va arriver. Mhm. Puis souvent, je me leur dis, ça se peut que ça arrive, ça se peut que ça arrive pas. Puis Ouais. c'est pas grave, là. Ça veut rien dire sur vos capacités de guérison. Ça veut juste dire que ben, le cerveau a pas, tu sais, il a pas trouvé encore sa voie pour retrouver ses automatismes. Mais en général, on considère que tout trouble neurologique a le potentiel de guérir complètement. Mhm. Ce que je retiens aussi dans ta façon de vulgariser comment tu l'expliques aux patients, c'est de dire ce que c'est, mais de aussi prendre le temps de dire ce que ce n'est pas. Parce que c'est comme si on sait tout de suite un peu les associations culturelles que les gens auraient tendance à faire. Fait que, tu pourrais expliquer ce que c'est très bien et la personne comprend, c'est mon stress, c'est de la somatisation, c'est de la simulation, c'est de l'exagération, etc. Fait que de prendre le temps de dire, je sais que tu pourrais penser que c'est ça, ça, ça ou ça. Moi, je prends le temps de te dire que ce n'est pas ça. Et voici qu'est-ce que c'est. Fait que je pense que ça aide. Des fois, on oublie, tu sais, dans le grand monde de la médecine ou de la santé, que c'est autant utile de dire à quelqu'un les choses qu'on sait qu'on a éliminées comme problématiques que de confirmer le diagnostic. T'sais, comme si moi j'identifie que la personne a juste un problème mécanique au niveau du cou après une entorse cervicale, je vais leur dire, j'ai évalué, puis l'état neurologique va bien, il n'y a pas de fracture, il n'y a pas de déchirure, juste pour leur rassurer que tout ce qu'eux pourraient prédire que j'ai pris le temps d'analyser puis que c'est pas ça. Je pense que ça aide grandement. Tu l'as bien mentionné, là, ça peut cohabiter avec un vrai trouble neurologique, ça peut cohabiter avec d'autres conditions. Fait que les gens n'arrêtent pas d'avoir leurs conditions associées de santé s'il y a un trouble neurologique fonctionnel ou autre trouble fonctionnel qui arrive. Est-ce qu'il y a des conditions associées, des comorbidités qui sont clairement plus démontrées que d'autres ou pas tant que ça en termes de patron?
Pas tant que ça, parce que, encore une fois, l'agenda de recherche est Ouais. en fonction des hypothèses de chaque Ouais, spécialité. historiquement, c'est ce qu'on avait. Donc, en neurologie, peut-être on est plus à l'affût. Mhm. Donc, c'est sûr qu'en épilepsie, on le sait qu'il y a environ 20 des personnes qui souffrent d'épilepsie qui vont avoir au cours de leur vie des troubles neurologiques fonctionnels sous forme de crise qui ressemblent beaucoup à leur crise d'épilepsie, mais qui sont non épileptiques. Puis c'est un phénomène avec lequel, en neurologie, on était tellement habitués que pour nous, ça fait partie de notre pratique, ce qui n'est peut-être pas le cas dans d'autres spécialités. Donc ça, on avait cette statistique-là depuis longtemps, donc on sait comment intervenir. Puis, en général, ça se résout très rapidement avec les explications, puis tout ça. Dans d'autres spécialités, c'est peut-être plus difficile, on a moins de statistiques. De plus en plus, on voit aussi certains syndromes somatiques qui vont être associés à, je sais pas moi, le syndrome d'hyperlaxité ligamentaire, par exemple. Donc là, on a une statistique qui est sortie récemment, là, dans les dernières années. Les gens qui ont un syndrome d'hyperlaxité ligamentaire, qu'il soit génétique ou non génétique, ont un peu plus de risque de faire un trouble neurologique ou somatique fonctionnel. Est-ce que on n'a pas fait d'études comparatives avec la population générale? On sait juste que dans ces cohortes-là de patients qui sont suivis dans des cliniques spécialisées, il y en a plus. Ouais. La même chose pour les maladies neurodégénératives. Ça va être un petit peu plus fréquent de voir des troubles de mouvement fonctionnels en tout début ou en phase même présymptomatique d'une maladie neurodégénérative. Donc, maintenant qu'on connaît cette statistique-là, on est beaucoup plus à l'affût comme neurologue. On va suivre nos patients. Ce serait quel genre de maladie, par exemple? Comme un Parkinson pourrait commencer avec un trouble à la marche fonctionnel, puis évoluer 5-10 ans plus tard avec un trouble neurodégénératif. Puis on pense que ça vient du fait qu'il y a peut-être de façon très, très subtile des petits changements dans le corps qui sont avant-coureurs des symptômes visibles de la maladie qui vont être interprétés différemment par le cerveau. Ils vont prédisposer un trouble neurologique fonctionnel qu'on est capable de réadapter, qui va permettre une meilleure qualité de vie, éventuellement avant que la maladie prenne le dessus. J'avais un autre exemple en tête. Tu disais que dans les maladies neurodégénératives, il y a plus de chances, mais tu disais par contre... Par contre, oui, j'ai retrouvé. Par contre, on a les troubles cognitifs fonctionnels qui, eux, fonctionnent un petit peu plus à l'inverse statistiquement. C'est-à-dire que les gens qui sont convaincus qu'ils commencent un Alzheimer sur un trouble qu'on appelle métacognitif, c'est-à-dire qu'ils vont être très à l'affût de tous leurs oublis. Parce qu'il faut savoir que le syndrome du bout de la langue, que j'appelle souvent, c'est un symptôme cognitif fonctionnel, dans le sens où quand je sais que je sais le mot, puis je le trouve pas, puis là, je me frustre un petit peu. Je le sais que je le sais, puis voyons, puis je le trouve pas, bien, je suis pas en train de le chercher. Je suis en train de me dire que je devrais le savoir. Donc, ça m'empêche de recruter les zones cérébrales qui me permettraient de faire le lien pour retrouver le mot. Mais ça peut devenir tellement automatisé, ce genre de réflexion-là puis de recherche-là, que ça va empêcher les gens de bien fonctionner au niveau de leur mémoire. Et ça se réadapte aussi. Donc, on sait que les gens qui ont des troubles cognitifs fonctionnels de ce type-là n'ont pas plus de risque que la population générale de développer un Alzheimer. C'est quand même très intéressant. C'est l'infime proportion qui vont éventuellement développer des troubles de la mémoire neurodégénérative. OK. Puis, tu mentionnais aussi que ça peut cohabiter avec d'autres conditions, c'est-à-dire que les gens pourraient avoir, par exemple, pour nommer l'exemple que tu as mentionné, un début de Parkinson ou une suspicion de Parkinson. Tu sais, des fois, dans les diagnostics médicaux, on est comme dans le préclinique où il y a de l'incertitude. Ça pourrait être un terrain fertile, des fois, pour avoir une partie des symptômes qui soit expliquée par un début de maladie, mais qu'il y ait une autre partie des symptômes qui explique un niveau de fonctionnement encore plus atteint qui serait d'origine fonctionnelle. Puis le terreau propice à la prédiction par le cerveau dans un moment où il y a de l'incertitude associée à un diagnostic, ça pourrait faire partie du portrait, là. Oui, ça c'est un bon point, c'est que être en investigation pour des symptômes qui seraient peut-être plus, disons, les débuts ou des symptômes légers d'une maladie qui seraient encore mineurs, ça prédispose le cerveau à faire des mauvais calculs, parce que si mon médecin s'inquiète pour moi, me prescrit une batterie de tests, dans l'attente de ces tests-là, je donne souvent mon propre exemple, dans le sens où si j'ai un mal de tête nouveau, puis je consulte une de mes collègues en neurologie, puis
qu'elle me prescrit une résonance magnétique, je vous promets que je vais avoir mal à la tête 10 fois plus jusqu'à temps que j'ai la résonance magnétique qui va, j'espère, confirmer que mon cerveau a tous ses morceaux parce que mon cerveau va calculer toutes les probabilités que j'ai une maladie qui menacerait ma santé ou ma survie. Puis j'ai l'imagination fertile avec toutes les connaissances que j'ai. Effectivement. Donc, c'est garanti que je vais avoir plus de symptômes en attendant mon résultat. Mon cerveau est en état d'incertitude, il va générer plus de symptômes. Donc, n'importe quelle investigation pour un symptôme qui est le signe d'un début de maladie va être effectivement un terrain prédisposant, ce qui n'empêche pas qu'on est capable de réadapter le symptôme neurologique fonctionnel qui peut en découler, puis que la personne se remette à fonctionner malgré les symptômes qui sont encore à un stade léger qui n'empêcherait pas normalement le fonctionnement. Oui. Un des parallèles, puis j'aime bien faire des parallèles avec ma pratique, que je fais avec les gens qui ont des douleurs nociplastiques, ou des fois, souvent les gens peuvent avoir des mécanismes multiples en même temps, fait que les gens peuvent avoir débuté avec une réelle blessure structurelle, une entorse à la cheville par exemple, mais 2, 3, 4 ans plus tard, on a encore de la difficulté à mettre du poids sur la cheville, on utilise encore des fois une béquille, on est encore en arrêt de travail. Ce que j'explique souvent, c'est que les deux choses peuvent cohabiter dans le sens où il peut encore avoir, je sais pas moi, une raideur à la cheville à cause de l'enflure qu'il y avait eu. Il peut encore avoir un mauvais fonctionnement des muscles. Mais c'est pas assez pour expliquer l'ampleur du niveau de fonctionnement qui est atteint. Puis que si on ne se concentre pas à traiter la partie cerveau prédictif ou la partie système nerveux qui impacte la douleur beaucoup plus grandement en ce moment, mais on ne pourra jamais se rendre à finaliser, à étirer la petite raideur de cheville qui reste, par exemple. T'sais. Fait que des fois, c'est comme si il y a un petit feu de camp, mais là, il y a de l'huile sur le feu, ben, si on veut éteindre le feu, il faut arrêter de jeter de l'huile, puis ensuite, on pourra éteindre le feu. Fait que des fois, c'est une façon de l'expliquer pour que les gens comprennent que ça a souvent parti de quelque part. Il y a eu un facteur déclencheur des fois, du moins dans mon cas où souvent les gens, ça commence avec un accident quelconque ou une blessure qui n'était pas prédisposé à persister pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans. C'est un bon exemple. Moi, je donne souvent aussi l'exemple d'une douleur fantôme. Vous avez eu une blessure, vous avez été opéré, ça a fait mal pendant longtemps. La personne qui a eu très, très mal pendant longtemps, tous les matins, s'est levée avec une douleur, n'a pas été capable d'utiliser son membre, ça finit en amputation. La personne, le lendemain de l'amputation, elle a une douleur fantôme, mais elle n'a pas juste la douleur fantôme, elle sent encore le bout de ses orteils alors que l'organe n'est plus là. Et ce phénomène-là, on le comprend maintenant avec le cerveau prédictif. Tout s'est tellement automatisé au fil du temps que la correction dans la réalité ne se fait pas instantanément après la chirurgie. Elle demande la réadaptation, elle demande de se remettre en mouvement avec un membre en moins, puis que le cerveau corrige, finisse par enregistrer qu'il faut réapprendre à marcher autrement, à faire les choses autrement. Donc, après une douleur, le membre est encore là, mais la lésion est guérie, le ligament est guéri, la fracture est guérie. Ça fait encore mal parce que le cerveau, lui, il fait pas la différence. Il dit, j'ai eu mal, à chaque fois que je me mettais debout, ça faisait mal, c'est supposé faire encore mal. Puis là, c'est ça, c'est tout le travail de refaire les choses avec une perspective différente, de se dire, je suis plus en danger. Ma jambe est capable de me supporter. Puis tout ça, ce travail-là, il n'est pas automatique dans la tête. Il faut le pratiquer jusqu'à temps que le cerveau intègre qu'il est en sécurité. Il peut compter sur sa jambe maintenant. Oui, puis c'est pas parce que le membre n'est plus là que la douleur est moins réelle. Exact. Et c'est pas parce que la douleur n'est pas reliée à une blessure tissulaire spécifique que la douleur est moins réelle et qu'elle est imaginaire ou causée par du stress ou psychologique. La souffrance, c'est la même. On est capable d'expliquer par des mécanismes précis, mais autres qu'une blessure à des tissus, pourquoi la douleur est entretenue. Puis il faut pas ça génère le meilleur traitement disponible qui est de ne pas se concentrer à juste traiter des tissus si on a la preuve qu'ils sont guéris, par exemple. Ou donner des médicaments antidouleurs qui, finalement, au final, vont donner beaucoup d'effets secondaires, puis vont même empêcher souvent le cerveau de se corriger dans la réalité parce qu'on n'aura plus de concentration, on va être un peu gazé par les effets secondaires. À travers l'épisode, on a déjà parlé de
tu sais, les calculs que le cerveau fait, le mode de prédiction, mettre à jour les prédictions. On n'a pas parlé de la théorie du cerveau bayésien, qui est un peu le modèle qui permet de parler de tout ça et qui permet aussi de faire évoluer la compréhension de avant à maintenant. Quand tu mentionnais au début qu'on a beaucoup passé de la somatisation, la psychiatrie, tu sais, vers plus une appropriation au niveau des neurosciences puis de la neurologie. C'est quoi l'évolution de la compréhension de ce qui se passe dans un trouble fonctionnel de avant à maintenant? Puis peut-être nous parler du cerveau bayésien, de cette théorie-là qui nous permet de mieux comprendre qu'est-ce que c'est et comment on le traite. Donc, je dirais la vision traditionnelle, là, c'est celle qui a eu lieu là, depuis, mon Dieu, pendant plus que un siècle, Ouais. facilement, avec les travaux de Freud. Bon, il y avait avant lui Briquet, qui est un Français qui avait fait le premier traité sur l'hystérie dans les années 1860 quelques. Freud a frappé l'imaginaire cognitif, je dirais, là, a marqué beaucoup la psychologie avec des idées qui, finalement, n'ont pas fait leur preuve au niveau scientifique, croyaient que, un conflit psychique était converti en symptôme. On sait que c'est plus vrai depuis, je dirais, les 30 dernières années avec les recherches en sciences cognitives. Et le modèle bayésien, qui est le modèle prédictif dont on parle depuis tout à l'heure, est arrivé c'est à peu près dans les mêmes périodes où on essayait, dans les années 90-2000, de développer des modèles d'intelligence artificielle pour recréer la vision, par exemple. Puis on n'arrivait pas à expliquer les phénomènes d'illusion d'optique. D'illusions auditives aussi. Puis, c'est de fil en aiguille avec la recherche en sciences cognitives sur des phénomènes perceptuels tout à fait normaux qu'on est arrivé à un modèle prédictif de la perception des sons, des images proprioceptives. Et là est arrivé un auteur du Royaume-Uni, Edwards, avec ses collaborateurs en 2010, qui a publié un article sur comment on pourrait expliquer le trouble neurologique fonctionnel avec un modèle bayésien de la cognition. Et c'est depuis cette publication-là que là, de fil en aiguille, à peu près tous les laboratoires ou les groupes de recherche en troubles neurologiques fonctionnels au niveau international se sont appropriés cette théorie-là, l'ont utilisée dans leur protocole, l'ont adaptée dans leur clinique. C'est ce qu'on a fait nous aussi à la clinique TNF du CHUM. Et on s'est aperçu que ça fonctionne beaucoup mieux. On est plus à l'aise comme clinicien. Oui, tout à fait. Et ça donne une explication beaucoup plus agnostique au niveau de la cause, parce qu'on n'est pas une cause unique, encore une fois. On est vraiment dans de la plurifactorialité. Et ça enlève aussi l'espèce de stigma que même En fait, je dirais que les cliniciens, on avait nous-mêmes, parce qu'on pensait qu'il y avait un conflit psychique quand on a quand même, moi j'ai été formée, là, c'est comme ça que les psychiatres nous enseignaient à l'école. Donc, ça a défait les préjugés des médecins eux-mêmes envers ce trouble-là. Et ça devient beaucoup plus intéressant parce que, d'un, ça fonctionne. On sait qu'il faut qu'on se mette en équipe. Et on sait aussi que nos patients sont capables d'y arriver. Il y avait une espèce de défaitisme quand on sondait les neurologues. Il y avait eu un sondage américain qui avait été fait sur le sujet, de dire à quel point, comme neurologue, vous êtes confortable de traiter la migraine, la sclérose en plaques, l'épilepsie. Et le trouble neurologique fonctionnel arrivait dernier dans le confort des neurologues à traiter ce trouble-là, alors que maintenant, la majorité des neurologues sont beaucoup plus à l'aise, ça se passe bien. C'est même un diagnostic qui est plus encourageant à annoncer que beaucoup de nos maladies avec lesquelles on travaille, là. Puis, tu sais, juste pour mettre en contexte les auditeurs, au niveau scientifique, quelque chose qui arrive en 2010, c'est comme si c'était arrivé hier, là, tu sais, dans le sens où c'est très récent dans la littérature, oui. surtout si on sait le temps que ça prend entre des recherches et l'intégration à la pratique clinique, tu sais. Bon, les gens lancent des chiffres à gauche à droite, mais ça peut aller de 10 à 20 ans, des fois, selon les études, entre l'idée qu'ils génèrent dans une étude scientifique qui est démontrée comme étant la bonne et le moment où on l'intègre pleinement à la pratique. Donc, tu sais, c'est aussi pour, comment dire, déculpabiliser l'ensemble du milieu médical qui ne savait pas ce que c'était, qui ne savait pas quoi faire avec ça, qui ne savait pas comment le traiter. Et là, heureusement, on arrive à
plus de divulgation des connaissances, plus de formation sur le sujet. Donc, tu sais, je pense que pour le futur, c'est clairement un espoir à ce niveau-là pour qu'on ait, disons, une démocratisation de qu'est-ce que c'est puis comment on les prend en charge, là. Oui, puis c'est pas le seul exemple dans l'histoire de la médecine, là. Ouais, Quand effectivement. les premiers microbes ont été vus au microscope, là, les médecins ne croyaient pas. Ça a pris plus que 30 ans avant que la communauté médicale soit convaincue. Et si on parle juste du monde francophone, Ouais. c'est Pasteur, un chimiste qui travaillait sur les moisissures et les micro-organismes qui affectaient les vignes, donc la récolte pour les producteurs de vin, qui a réussi à convaincre la communauté médicale que les bactéries existaient et que les bactéries étaient responsables de certaines maladies cliniques. Donc, ça a pris des années. Donc, les changements de paradigme ne se font pas du jour au lendemain en médecine. Il faut convaincre, il faut essayer le modèle, il faut le vulgariser, puis c'est en train de se faire. Puis en lien avec ce cerveau bayésien-là, quand on dit que le cerveau, il va prédire, en fait, comment fonctionne un cerveau bayésien? En lien avec le rôle de l'attention, le rôle de la prédiction, comment ça fonctionne, ça, exactement? C'est ça. Dans le fond, le cerveau, il faut le voir comme un ensemble un peu hiérarchisé de neurones. Donc, il y en a une partie qui va, avec ses apprentissages, avoir fait des liens. On fonctionne toujours par lien. On fait des liens pour retenir quelque chose, on le relie à un événement, on le relie à quelque chose d'émotif. On ne se souviendra pas de ce qu'on a mangé à pareille date l'année passée, mais on va se souvenir c'était quoi le menu à Noël, à notre mariage, à la fête de nos amis, peu importe. Donc, le cerveau fonctionne toujours par association. Donc, des fois, il va faire des associations de façon erronée. Donc, il n'est pas en réaction, il ne va pas toujours avoir la même réaction au même influx qui arrive du corps. Il va toujours essayer de attacher à une sensation, un contexte ou une information à quelque chose qu'il connaît déjà, qu'il a acquis par l'apprentissage. Donc, forcément, des fois, il va faire des mauvais liens. Donc, ça, c'est le fonctionnement de tous les cerveaux, pas juste les cerveaux humains, hein, le cerveau de la cognition même des animaux. Puis, donc, le cerveau, il est en prédiction tout le temps à partir du moment où il a fait assez d'acquisitions, assez de liens dans son apprentissage. C'est pour ça qu'on parle de troubles neurologiques fonctionnels qui peuvent arriver à peu près, le survenir chez les enfants à peu près à partir de l'âge de raison, parce qu'il y a une connaissance ou une expérience de la vie suffisante pour que dans le calcul probabiliste de qu'est-ce que le cerveau doit calculer qui devrait générer comme mouvement, comme sensation, bien, il y a assez d'éléments pour produire des erreurs finalement puis les perpétuer. Donc, il va fonctionner avec une prédiction plutôt que la réaction. Fait qu'il ne réagit pas à l'environnement. Non, il va vraiment prédire l'environnement ou prédire basé sur l'environnement. Le travail de la réaction, ça, c'est la moelle épinière. La moelle épinière, c'est un arc réflexe. Ouais. Ça, vous pouvez compter sur la moelle épinière. Si vous enlevez le cerveau, vous faites travailler juste une moelle épinière, elle va toujours vous donner le même résultat pour la même stimulation. Donc, elle est fiable dans ses réactions. Elle est toujours en réaction. Alors que le cerveau fait la prédiction. Exact. Donc, ce qui veut dire qu'il va sacrifier la précision au profit de la vitesse. De la vitesse, exactement. Ça donc, il va confère dire beaucoup d'avantages. vite, puis si je me trompe, c'est pas grave. Je vais corriger. Ouais. C'est quand même intéressant. On est à la base des animaux. Hein? Ouais, on est pas mal moins vite que le lion, mais on domine le règne animal. Puis ça explique aussi pourquoi le rôle de l'attention à l'environnement, au contexte, aux symptômes dans les troubles fonctionnels. Oui, le cerveau ne peut pas fonctionner sans contexte. Il se nourrit des liens qu'il fait avec son contact avec l'environnement. Donc, autrement dit, un cerveau dans un bocal, ça ne génère absolument rien comme sensation. ça a besoin de la cognition, c'est le résultat d'une interaction avec l'environnement. Puis, comment on explique le fait que, c'est une question qui me vient, le cerveau, son rôle, c'est d'assurer la survie de l'espèce. Entre autres, je sais pas... L'organisme au complet. L'organisme, disons, l'organisme. C'est quoi l'avantage du cerveau de fonctionner comme ça par prédiction dans une perspective de survie? Y a-t-il un avantage prédictif? Bien, on le suppose si on adhère à la théorie de l'évolution des espèces, que ça confère un avantage. Mais oui, étant donné que le cerveau est en anticipation de ses besoins, il n'attend pas d'avoir faim pour chercher sa nourriture.
Donc, le fait d'être en prédiction tout le temps, il est en prédiction du besoin, est en prédiction avec une certaine acquisition de la répétition des jours, des événements, bien, il sait à quoi s'attendre. S'il minimise la surprise que lui réserve son environnement, il peut beaucoup plus aller répondre à ses besoins, les anticiper, puis en fait, chercher à les satisfaire avant même qu'ils surviennent. C'est très, très, très protecteur, puis ça confère effectivement un avantage par rapport à être en réaction aux choses constamment. C'est comme un peu d'avoir le défaut de ses qualités. Puis je fais le parallèle, tu sais, Sonia Lupien avec le stress, qu'elle va parler qu'historiquement, le stress, c'est vraiment l'outil de survie pour le cerveau humain, mais que la réponse de stress biologique maintenant est un peu comme désadaptée parce qu'on n'a plus besoin de chasser le mammouth, on n'a plus besoin de fuir, tu sais, bref, on est beaucoup plus confortable, en tout cas dans le milieu nord-américain occidental. Donc, on est comme pris avec la réponse biologique de stress programmée par défaut initialement, mais qui probablement, des fois, nous nuit plus qu'autre chose, des fois, quand on passe à l'anxiété. Fait qu'on pourrait faire un peu le parallèle, qu'on a le défaut des qualités du modèle Je prédictif suis d'accord, qui entièrement peut d'accord. nous amener les troubles fonctionnels, par exemple. Exact. En termes de pronostic, on a déjà parlé du fait que c'est réversible. À 100%, ça a le potentiel de réversibilité. Ça ne veut pas dire que tout le monde va l'atteindre, mais quand on a un diagnostic de trouble fonctionnel, on est à l'aise de dire qu'il y a un potentiel de réversibilité. On a parlé de l'importance de comprendre le diagnostic et de l'accepter. Peut-être parler un peu de cette difficulté-là qu'il peut avoir des fois, autant le comprendre. On le dit, tu sais, pourquoi c'est difficile à comprendre des fois, parce qu'on n'a pas de repères culturels, sociologiques sur lesquels s'appuyer. Mais c'est quoi le rôle de l'importance d'accepter ce diagnostic-là pour espérer en guérir ou s'en sortir si on veut? Bien, si on part du principe que le cerveau, dans le fond, va ajuster toutes les réactions du corps à la prédiction, donc autrement dit, si j'ai le trac, j'ai l'impression que je pourrais échouer ou je pourrais arriver devant un public puis pas être capable de parler ou j'ai un petit peu la nausée parce que l'adrénaline monte, là, je suis un peu nerveuse. Mon cerveau, disons, je me mets à penser à toutes les possibilités de catastrophes qui pourraient m'arriver. Oh, est-ce que je vais vomir devant le public? Est-ce que j'ai le temps d'aller à la salle de bain avant de revenir? Bien, mon cerveau prédictif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déclencher toutes les réactions de mon système nerveux autonome pour faire se retourner contre moi mon estomac. Puis, ça se peut même qu'il me fasse perdre connaissance. Ouais. Donc, la façon dont je me conditionne face à mes propres symptômes, dans le feu de l'action, va faire en sorte que mon cerveau prédictif va augmenter ou diminuer la probabilité qu'il arrive quelque chose, puis il va ajuster la réponse de mon système nerveux autonome à mon insu. Mm-hmm. Mais si je sais que quand j'ai l'adrénaline, je ne suis pas en danger, puis que quand je reconnais la nausée, je me dis, au lieu de me dire « Oh, je pourrais vomir », je me dis « Je pourrais vomir, mais il y a peu de chances que ça arrive. » Puis c'est plus important en ce moment que je me concentre sur le message que je veux livrer que sur ce que je ressens, parce que ce que je ressens, c'est juste l'adrénaline qui vient de monter, puis d'habitude, l'adrénaline, c'est bon pour performer. Bien, mon cerveau va se dire « Ah, OK, cette sensation n'est pas dangereuse. » Et là, au lieu de déclencher la cascade de stress aigu qui va me faire vomir, ben, il va baisser le signal. Ouais. Il va me permettre de me concentrer et je vais me canaliser sur mon objectif qui est que je livre un message puis que les gens l'entendent. Donc, quand on annonce un diagnostic de trouble neurologique fonctionnel, bien, l'importance que la personne soit capable de l'intégrer, de l'accepter, c'est que pour guérir, il faut d'abord qu'elle ait confiance que c'est possible, qu'elle soit confiante, qu'elle soit capable d'y arriver. Donc, tout part de l'acceptation de c'est ce phénomène-là qui est en train de se jouer dans mon corps, de se jouer dans mon cerveau. Puis, ben, le médecin me dit que c'est réversible, que je suis capable d'y arriver. Ben, il faut que la personne le ressente et donc comprenne et que ça a du sens pour elle. Parce que sinon, c'est toute la réadaptation qui ne peut pas se faire si le cerveau est en prédiction de ben, l'équipe aura beau essayer, moi, je pense que ça ne marchera pas pour moi. Puis la même chose est vraie après une fracture de hanche. Si la personne, on arrive le jour 1, il faut se mettre debout, puis la personne dit non, moi, je ne serai pas capable. Moi, c'est fini, je ne marcherai plus jamais. Bien, cette personne-là, elle a beau avoir le meilleur physio de la Terre, on ne sera jamais capable de la remettre debout. Ouais.
Dans les troubles musculo-squelettiques, la confiance de récupérer au moins fortement, c'est un des meilleurs prédicteurs Ben, à cause du de... cerveau prédictif. Exactement. Puis tu sais, ça nous vient d'une étude sur les douleurs à l'épaule qui avait identifié que la confiance de récupérer en physiothérapie, par C'est exemple, un suite, prédicteur. était un meilleur prédicteur que la grandeur de la déchirure à l'épaule, parce Oui. que là, c'était des problèmes de coiffe des rotateurs, par exemple. Fait que ça nous démontre l'ampleur de comment ça peut prendre la place dans la réadaptation, puis c'est important de le considérer, assurément. Puis, tu sais, pour faire la boucle sur l'acceptation, la capacité d'un peu autorégulation de l'exemple que tu donnais du trac devant la scène, la personne qui est capable de faire ce processus-là, puis de finalement calmer ses symptômes, elle est capable seulement et seulement si elle a accepté que c'est ce qui se passe et que c'est la stratégie à appliquer. Ça va un peu de soi. Voilà, c'est ça. Pour conclure, survolons juste les principes clés de la réadaptation. Ben, on en a déjà un peu parlé. La redirection de l'attention. Pour ramener les automatismes, on va vouloir utiliser la distraction, la double tâche. J'en avais parlé avec Pierre-Luc et Delphine, mais pourquoi c'est un élément clé Ben, d'utiliser la redirection de l'attention? on en a parlé un peu, hein, c'est pour Mhm. essayer de ne pas penser à l'éléphant blanc. Donc, pas Ouais. penser à, dès qu'on a l'idée de, oh, je suis en train de me mettre en danger ou je pourrais tomber, on vient de, en fait, empêcher le cerveau d'être sur ses réflexes naturels d'équilibre. Puis, on vient le déstabiliser parce que, oups, il va désynchroniser sa posture, sa Ouais. marche, etc. Donc, c'est vraiment, le principe, c'est d'être juste capable d'amener la personne à faire des mouvements sur le pilote automatique dans un cadre sécuritaire. Donc, ça demande beaucoup de créativité pour Ouais, le absolument. physiothérapeute parce que c'est pas de la physiothérapie conventionnelle, on s'entend. Mais dès que ce passage-là est fait, là, on dirait que le cerveau vient déjà de corriger une partie de ses prédictions, puis ça peut aller vraiment très vite là, en quelques semaines. Ouais. Dans le fond, il faut déjouer le modèle Et prédictif. il faut Puis, déjouer le cerveau. Donc, ouais, c'est ça qui demande de la créativité. C'est pour ça exact. que c'est difficile souvent quand les gens nous demandent, mais comment on fait? On a des physios qui appellent Pierre-Luc, puis peux-tu me donner des trucs? Mais c'est en fonction de chaque symptôme. Chaque symptôme est différent. Donc, Tout à il fait. faut vraiment être créatif, dire, OK, comment je vais amener la personne à ce que le corps bouge, vienne corriger? Parce qu'il faut que la sensation vienne du corps pour venir corriger la prédiction qui se fait au cerveau, mais sans que la personne ait la crainte, l'appréhension de se mettre en danger. Donc, c'est vraiment de le faire dans un cadre sécuritaire. Heureusement, les physiothérapeutes, vous êtes plein d'astuces, Ouais. au début, certaines aides techniques peuvent aider, puis Beaucoup de progressivement, on créativité. les enlève. Vous avez énormément d'imagination pour faire du sur-mesure avec les patients. C'est assez fantastique. Puis, au centre de tout ça, ce qui va être le résultat d'un succès, c'est d'avoir recréé de nouvelles expériences. Dans le fond, d'avoir créé des expériences positives qui démontrent que les capacités réellement possibles sont plus grandes que les capacités perçues. Donc, encore une fois, Ou prédite, en ou fait. prédites, Oui, oui. c'est vraiment Perçues, encore. prédites, exactement. Ouais. Parce qu'il faut vraiment se rappeler que c'est involontaire. Le Ouais. cerveau fait ce calcul de façon tout à fait involontaire à l'insu de la personne. Là. La personne, ça se fait en une fraction de seconde, comme quand ça me démange dès que je parle d'avoir des puces de lit ou l'araignée dans Ouais. la tente. Là. Ouais. Donc, il faut vraiment toujours se rappeler que c'est pas quelque chose que la personne fait volontairement du tout. C'est Puis, ça. donc, c'est vraiment d'amener une correction par l'expérience dans un cadre vraiment accompagné, avec des exercices qui sont nouveaux. Donc, ils vont sortir un petit peu de la zone de confort, Ouais. mais la personne sait qu'elle est dans un cadre sécuritaire avec un professionnel qui connaît exactement les principes. Ouais. Puis, donc, le cerveau va rebâtir sa confiance sans même que la personne elle se dise non, il faut. C'est parce que, encore une fois, plus la personne se dit il faut que je me contrôle, moins ça va fonctionner. C'est pas une question de contrôle, c'est une question de ramener des mécanismes qui sont déjà là, les circuits sont encore tous là pour recommencer à fonctionner. C'est juste d'aller être capable de les ressolliciter au début sans que la personne s'en rende vraiment compte, mais le cerveau, lui, fait son travail. Puis à chaque nuit, après ça, qu'il va dormir puis qu'il va refaire les exercices le lendemain, la répétition, ben, il va réautomatiser les circuits automatiques qui étaient déjà là. Donc, c'est pour ça que souvent, ça va très, très vite quand on réussit là, à trouver les bons exercices. J'aime beaucoup le terme que tu utilises, c'est correction par l'expérience, ce qui, en fait, met l'accent sur le fait d'être en action, dans le mouvement, dans les tâches, pas juste dans la discussion, tu sais, par exemple, c'est pas de la psychothérapie traditionnelle comme on pourrait l'entendre, on fait pas de la psychothérapie assise, tu sais.
c'est de la réadaptation, on est dans le mouvement, on est dans le jeu, on est dans l'expérience, peu importe. Là, après ça, c'est à l'équipe de réadaptation d'identifier comment on le fait. Oui, puis il y a tout un aspect aussi de réintégrer ce qu'on fait en gymnase à la maison. Oui, tout à fait. Parce que Le des transfert vers la fois, fonction. dans le milieu comme un peu plus associé à un lieu sécuritaire, ça va bien. On est capable de normaliser les mouvements, les sensations, diminuer la douleur. Mais là, rendu à la maison, oups, le cerveau revient dans ses automatismes. Puis c'est plus difficile à réintégrer. Donc, c'est d'être capable d'aller transposer ça à la maison, puis de recommencer à faire les activités qui étaient associées à « Oups, si je fais ça, je vais avoir plus de symptômes, ça va être inconfortable ». Ça, c'est un passage qui est quand même assez difficile pour certains ou certaines des fois. Puis, il faut savoir aussi que quand on a des symptômes depuis très longtemps, mais la vie s'est adaptée autour de ça. On a trouvé toutes sortes d'astuces pour continuer à fonctionner le mieux qu'on pouvait. Donc, ça va demander un effort de changer des habitudes. Puis c'est difficile de changer des habitudes. Pensez juste à quand vous changez de circuit en autobus, là, des fois, on se trompe de station, on tourne de mauvais bord parce qu'on a changé d'étage, on n'est plus dans le même bureau. Si on est dans nos pensées, on s'aperçoit qu'on est on est Même des vis-à-vis habitudes très simples, c'est extrêmement difficile. Donc, ça demande des efforts. Puis, en médecine, des fois, on a la notion, des fois, quand on va chez le médecin, il va me trouver une solution, je vais prendre une pilule, puis ça va se faire, puis je vais attendre, puis ça va guérir. Le trouble neurologique fonctionnel va demander beaucoup plus d'efforts que ça. Donc, il faut que la personne soit prête à s'engager dans un processus de changement, puis changer des habitudes, on le sait que c'est pas facile. Ouais. Pour conclure avec une dernière image que j'utilise souvent, tu sais, quand on va glisser l'hiver dans la neige, puis qu'à force d'avoir glissé 20 fois, 30 fois, 100 fois au même endroit, on a une traque là, bien solide, bien durcie, glacée. Puis là, même si on glisse à côté, on va toujours finir par revenir dans la traque. Ben, souvent, ce que j'explique à cette clientèle-là, c'est que là, on est en train de reconstruire une nouvelle traque à côté. Puis notre défi, c'est de la pousser jusqu'au bout. Puis tellement de l'avoir glissé souvent, tapé, qu'à un moment donné, on va avoir une nouvelle glissade. Mais ça va arriver qu'on va retourner dans l'ancienne. Fait que ça normalise un peu une évolution qui peut être en dents de scie des fois. T'sais, on peut avoir des moments plus difficiles, mais le but étant de reconstruire une traque de neige. Fait que souvent, de la ramener à ça, c'est comme, OK, là, je suis en train de construire ma traque de neige. T'sais. C'est drôle parce que c'est une analogie que j'utilise beaucoup. Aussi, ouais, parce que je dis, ben là, le cerveau, il a automatisé un signal douloureux, là. Ouais. Puis là, pour un oui ou pour un non, c'est pas quelque chose que vous faites pas, il calcule que c'est ça, fait qu'il prend toujours ce sentier-là. Le sentier est tapé, là, on glisse dedans. Ouais. Là, il faut remettre de la neige dans le sentier. C'est ça. Puis on va retrouver l'autre passage qui allait mieux avant. Fait que c'est drôle parce qu'on on est arrivé aux mêmes analogies. Une bonne métaphore. On va conclure là-dessus. Merci énormément de ton temps, de t'être déplacé, puis de prendre de ton précieux temps occupé pour parler de ce sujet-là. Peut-être pour conclure, je référerais les gens, on a fait l'épisode 59 avec Pierre-Luc et Delphine pour parler de la réadaptation aussi, du trouble neurofonctionnel. Est-ce que toi, y a-tu des ressources spécifiques? Y a-tu une page quelconque peut-être pour les patients ou les professionnels de la santé qu'on pourrait soit laisser dans les commentaires ou autre chose? Y a-tu des choses qui te viennent en tête? On a sur notre site, notre page web de la clinique TNF du CHUM, sur le site du CHUM. Okay, on a mis une petite section ressources. Là, OK, super. Fait que je la mettrai dans le lien de la description de l'épisode. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, puis au plaisir de se reparler. Merci de l'invitation.